tous les chats sont mortels. Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Je m'appelle Socrate et je suis un chat. Un chat libre penseur, un chat passionné, un chat savant sachant savourer les chavirements qui chamboulent les choses. J'invite dans mon arbre les chats, chattes et chatons, témoins de ces humains dont la plume nous ravit. Aujourd'hui, j'accueille Michetto, qui a connu une belle histoire avec son compagnon François-René de Chateaubriand. Bonjour Michetto, comment vas-tu? Waouh! Bonjour Socrate. Navré, je sors de ma sieste, hein, mais je suis toujours très heureux de t'entendre. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui, Michetto. Alors Michetto, nous connaissons tous les grandes lignes de la vie de François-René de Chateaubriand. Il est né le 4 septembre 1768 à Saint-Malo, fils d'un comte, Auguste de Chateaubriand, et d'une noble, Apolline de Bédé. Il a plusieurs frères et sœurs. Il mène une vie de château. Mais François trouve ses temps moroses. Il a soif d'aventure, ce jeune François. Il part très vite et devient, à l'âge de 19 ans, capitaine dans l'armée. Il commence à publier ses premiers vers pour un magazine qui s'appelle l'Almanach des Muses. C'est très poétique, n'est-ce pas? Et alors, Michetto, dis-nous, en vrai, il est comment, Chateaubriand? Chateaubriand, il est petit. Il fait 1,62 m. Et ça, c'est un gros complexe physique pour lui. En plus, il a une tête plus grosse que le corps et un teint basané. Ce teint basané est plutôt une bonne chose pour lui. Ça lui donne un côté aventurier. Il a les cheveux châtains et il adorait les ébouriffés. C'était terrible. C'était une tempête dans les cheveux. Il avait des dents admirables, des yeux que lui-même nommait de père. Les yeux pères, c'est-à-dire une couleur entre le vert et le bleu. Ça lui donnait un visage tout à fait romantique, mélancolique. Il jouait beaucoup de cette mélancolie avec les femmes. Un petit peu pour leur dire vous ne me retiendrez pas. Ce qui était un magnifique challenge pour elle. Oui, en effet, Chateaubriand a fait de nombreuses rencontres dans sa vie. Ce qui nous intéresse, cependant, c'est toi, Michetto. Comment as-tu rencontré René? Oh, c'est un merveilleux hasard de l'histoire. En fait, je m'occupais d'un pape. Et oui, le pape Léon XII. C'était autre chose. Léon XII, Chateaubriand dira que c'est un grand bonhomme, gentil et conventionnel. Il dira qu'il était assez pauvre, presque sans meubles, ne mangeant presque jamais, c'était terrible pour moi, et qui vivait avec moi, Michetto, d'un peu de polenta. C'était Léon XII, c'était un homme qui avait peur des artistes et peur des écrivains. Il avait écrit une lettre apostolique dans laquelle il disait que c'était les écrivains ne n'écrivaient que des torrents de boue qui nous éloignaient de la vraie vérité qui était la Bible. Et c'est pour ça qu'il avait apprécié un écrivain, le seul écrivain, Chateaubriand, suite à la publication de son Génie du christianisme. Et vers la fin de sa vie, ce brave Léon XII voulait que je continue ma mission d'inspirer des gens, des auteurs, surtout des artistes, malgré qu'il ne les aimait pas. Et le seul qui pouvait être intéressant pour lui, c'était ce Chateaubriand. Alors, je ne te nierai pas qu'au début, j'étais un petit peu inquiet. Je dis, qu'est-ce que c'est encore que cet auteur qui vante le christianisme comme ça, alors qu'il est proche de Napoléon. Mais je me suis dit, allez, il n'y a pas de challenge trop petit pour un chat et pour essayer d'inspirer un grand homme. Et je me trompais. Chateaubriand était un homme vraiment facétieux, gentil, agréable et surtout, il riait toujours. Je l'ai beaucoup aidé, je pense. Je le vois et je le sens. Alors, tu nous disais que Chateaubriand était facétieux, on a dit qu'il était aventurier, on sait qu'il a beaucoup voyagé. Il part à Londres, en Amérique, où il aurait soi-disant rencontré un certain George Washington. Il part également en Orient, en Italie, pour des démarches politiques. Chateaubriand est un grand voyageur et j'imagine que tu le suis partout. Oh oui, à quelle différence avec mon pape. Chateaubriand était toujours en balade quelque part, avec des calèches, avec des chevaux. Ah, c'était terrible.
Alors, je n'ai pas connu évidemment son voyage aux États-Unis, son premier voyage, son premier grand voyage. Il en a dit plein de choses, hein. Il a dit qu'il avait traversé les États-Unis pour aller d'un océan à l'autre. Il a dit qu'il allait chercher le trésor, des pépites d'or. En fait, il est arrivé aux États-Unis en 1791 et en juillet 1791 et il est parti en novembre, quelques mois. C'est très court Il comme s'est ruiné. voyage. Ouais, c'est un voyage assez court. Il s'est ruiné en achetant des terres qu'il ne fallait pas et n'ayant plus un sou, il rentre en France. Il a rencontré Washington. Bah non, Washington d'ailleurs écrit une lettre à un ami français en s'excusant de ne pas avoir été présent quand Chateaubriand s'est présenté chez lui. Mais qu'à cela ne tienne, Chateaubriand a après raconté sa rencontre avec Washington de manière flamboyante, comme toujours. Il a beaucoup écrit sur ces passages et ce qu'il a écrit principalement, c'est René, où il parle de lui. Et là, en parlant de lui, de ses sentiments et de ce début du romantisme, il éblouit tout le monde. Mais il a aussi écrit son voyage. Et alors là, il a écrit par exemple sa description du Mississippi, ce grand fleuve du Mississippi. Et il y met n'importe quoi, il y met même des singes. Les Américains ont beaucoup rigolé en lisant sa description du Mississippi, où visiblement il n'y est jamais allé. C'est quelque chose qu'il fera de nombreuses reprises, il me semble, cette transformation de la réalité. Il s'en servira plus tard lorsqu'il sera en Orient, n'est-ce pas? Tout à fait, à ce voyage en Orient. Comme il est né à ce voyage en Orient. Mais il est né pour pouvoir en parler, plus que pour pouvoir le vivre. Il faut voir qu'il va passer de Paris à Jérusalem, payé par Napoléon, puisque c'est avec les soldes de l'Empire. Il va se balader en Orient. Il va faire des descriptions magnifiques. Par exemple, une description des ruines de Carthage exceptionnelle. Sauf qu'à son époque, il n'y avait plus de ruines de Carthage. Il n'y a donc pas pu les voir. Il a simplement copié en voyageur précédent. C'est copié évidemment, mais en retranscrivant de manière tellement poétique. Et il faut voir que ce voyage en Orient, il écrit de manière flamboyante, hein, en fait, il ne pense qu'à une chose, il pense à l'Espagne, il pense au retour qui passera par l'Espagne. Pourquoi? Ben, tu t'en doutes, Socrate. Parce qu'il attend de retrouver une femme, Nathalie de Noailles, qu'il attend en Espagne. Et il va s'y précipiter comme un fou. Quel coquin, ce Chateaubriand. Alors, on sait qu'il est allé de droite à gauche, partout en Europe, et c'est notamment grâce à sa relation avec un certain Napoléon Bonaparte. Le futur empereur le nomme d'ailleurs chargé d'affaires dans le Valais, une petite région de la Suisse actuelle. Il voyage, il s'inspire et il écrit notamment un ouvrage intitulé Génie du christianisme en 1803. Génie du christianisme, on va en parler, c'est un petit peu pour dépicter ce retour des libertés sur fond de religion. Un ouvrage très complexe, très intéressant. C'est un ouvrage qui permet d'asseoir son autorité en tant que personnage politique, n'est-ce pas? Tout à fait. Tu l'as dit, Socrate. Le génie du christianisme, ça va être la pierre philosophale de Chateaubriand. Il faut bien voir qu'il était à Londres dans la pauvreté absolue. Il était devenu prof de français dans une petite famille où on voulait le marier avec la fille d'une famille d'ailleurs, encore une femme. Et il était quand même sans un sou. Et le génie du christianisme, il va l'écrire pour autre chose, comme toujours avec Chateaubriand. Toujours une deuxième vie derrière. Sa mère meurt en France, poursuivie par les révolutionnaires, par cette révolution qui va être tellement sanguinaire qu'il va s'y opposer de toutes ses forces. Sa mère meurt et il n'a jamais eu vraiment de relation avec elle. Sa seule relation qu'il pouvait avoir, c'était la religion. Sa mère était une bigote, absolue fanatique de la religion chrétienne, et lui était très, très éloigné de tout ça. Mais quand elle est morte, il a essayé de la retrouver. Et pour la retrouver, eh ben, c'était le christianisme. Le christianisme qui est un espoir de vie après la mort, le christianisme qui en fait était toute sa mère. Et il a commencé à écrire ce texte sur le génie du christianisme pour lui-même, pour sa mère, pour ce qu'il ressentait. Et encore une fois, le hasard validé, puisque Napoléon cherche justement à se rallier les catholiques. Il veut les rallier et il veut rasseoir à nouveau la religion qui avait été un petit peu poussée sur le côté par la Révolution. Et le texte du génie du christianisme, qu'on lui amène par ses espions, est exactement ce que Napoléon veut.
Donc Napoléon va ramener Chateaubriand en France, il va le pardonner ses escapades monarchistes, et il va lui donner l'argent et les pouvoirs et les positions. Et ce génie de christianisme, qui va être poussé par la publication et par les ventes, par l'Empire tout simplement, va faire apparaître Chateaubriand pour le grand écrivain qu'il est effectivement. Et on va commencer à publier René, on va commencer à publier d'autres textes de lui. Et il va enfin asseoir une position. C'est très important pour lui la position, puisqu'il était vraiment très mal en Angleterre. Et sa position, il comprend tout de suite que c'est la seule façon pour lui, d'abord de vivre, de ce qu'il appelle vivre, c'est-à-dire entretenir toutes ses maîtresses, voyager, écrire, et être connu, et être reconnu. Et c'est ça, en fait, qui va l'amener dans toutes ses compromissions. Mais attends, il y a quelque chose que je ne comprends pas vraiment, Michetto. Lorsque Napoléon cède sa place à Louis XVIII, après sa chute, il me semble que Chateaubriand s'empresse de publier un pamphlet de Bonaparte et des Bourbons, qui, il me semble, avait un ton un peu plus royaliste. Alors que faut-il comprendre? Chateaubriand est révolutionnaire, républicain, royaliste? C'est une très bonne question. Qui est Chateaubriand? C'est une question qui va être posée tout au long de sa vie. Et Chateaubriand, lui, se place comme royaliste. L'idée du royalisme chez Chateaubriand, c'est l'idée selon laquelle il ne peut pas y avoir de combat pour le pouvoir, puisque le pouvoir est déterminé. Le pouvoir, c'est le roi, puis ce sera son fils, et puis ce sera le fils du fils. Du coup, dans cette logique, il ne peut pas y avoir de révolution, il ne peut pas y avoir de terreur, il ne peut pas y avoir tout ce bain de sang qu'il a connu et qu'il a connu très chèrement dans sa peau, puisque sa famille a souffert de cela. Donc il va être royaliste. Mais en fait, c'est Napoléon qui lui donne le pouvoir, l'argent et toutes ces possessions sur lesquelles il va compter tellement. Tu l'as noté avec beaucoup de pertinence, ce poste dans le Valais. Mais le poste dans le Valais, il n'est pas assez bon pour Chateaubriand. Chateaubriand ne veut pas aller dans le Valais. Chateaubriand veut être dans un endroit où on parle, où on vit, où il y a des femmes et où il y a de l'esprit. Et donc, il va dire, quand les royalistes reviendront, il va dire j'ai rejeté ce poste parce que je ne voulais pas de ce château, je ne voulais pas de ce Bonaparte qui avait fait tuer l'héritier du roi. Alors en fait non, pas du tout. On voit très bien dans la lettre qu'il a écrite, et moi je l'ai vu puisque je l'ai vu écrire, il a écrit à Napoléon que sa femme Céleste était malade. Ah oui, Céleste, elle lui sert de temps en temps, et qu'il ne pouvait pas accepter ce rôle. C'était très différent après, ce qu'il dira après. Alors effectivement, après, il va être royaliste, il va suivre les royalistes, mais en défendant la liberté de la presse contre les royalistes. Il va défendre des idées de liberté qui ne sont pas tout à fait celles des royalistes. Et après la révolution, la révolution de 1830, il va s'opposer au gouvernement de Louis-Philippe sous prétexte que ce n'est pas la vraie descendance, la pure descendance, en choisissant une descendance qui en fait était totalement ridicule et qui n'avait aucun pouvoir, aucune possibilité de revenir au pouvoir. Alors, est-il vraiment royaliste? Je pense qu'il faut s'attacher à ce qu'il a écrit à la fin de sa vie. Pour ça, je vais te lire, si tu permets, une citation qui fait montrer un petit peu Chateaubriand un peu plus différemment de ce qu'il a pu vivre et profiter de ses positions. Il a écrit dans Mémoire d'outre-tombe: la menace du plus fort me fait toujours passer du côté du plus faible. Est-ce que c'est royaliste tout ça? N'est-ce pas un peu républicain? C'est une phrase qui porte à confusion parfois, je peux comprendre. Alors, tu l'as mentionné parfaitement, Les Mémoires d'Outre-Tombe, c'est son livre le plus connu aujourd'hui. J'ai deux questions pour toi à ce sujet. Déjà, pourquoi ce titre, Mémoires d'Outre-Tombe? C'est assez étrange. Et en plus, de quoi ça parle? Alors, Mémoire d'outre-tombe, c'est très étrange, effectivement. C'est moi qui ai inspiré, évidemment, notre Chateaubriand. Il voulait écrire, mais il avait peur, évidemment. Il avait connu tellement de gens influents, qui pouvaient avoir de gros problèmes. Et il en a eu des problèmes. Mais avec son génie habituel, son charme. Car il faut voir que Chateaubriand était un homme charmant. Et même charmant avec les hommes. Il le trouvait désarmant de gentillesse, de joie, de génie poétique. Et quand il écrit Mémoire d'outre-tombe, c'est tout simplement parce qu'il se met d'accord avec un éditeur pour publier un roman après sa mort. Après sa mort, pour qu'il puisse être libre de dire ce qu'il veut de n'importe qui. Et évidemment, il écrit ça pour des raisons financières, parce qu'une fois encore, il est ruiné. Il demande à l'éditeur d'être payé pour ce texte qui sortira après sa mort. C'est une spécificité de Chateaubriand.
Son esprit imaginatif était vraiment absolument génial. Mais quand tu me dis comment il écrit Chateaubriand, je l'ai aidé à développer ce qu'il avait au fond de lui. Mais il y a une phrase que je trouve tout à fait typique de lui et de son écriture. Si tu me permets, je vais te la lire. Bien sûr. Il écrit: Mes livres ne sont pas des livres, mais des feuilles détachées et tombées presque au hasard sur la route de ma vie. Une fois de plus, il invente, hein, puisqu'on sait bien qu'il retransforme ta vie. Et c'est tout le génie de Mémoire d'outre-tombe. Incroyable. Et j'imagine qu'il avait, grâce à ta présence, de l'inspiration, parce que on sait que Chateaubriand a été inspiré par de nombreuses femmes dans sa vie, notamment par Juliette Récamier. Tu la connais sans doute. Son salon parisien a accueilli les plus grandes personnalités du monde politique, artistique ou encore littéraire. Et notre cher François semblait avoir une grande inspiration en sa compagnie. Mais toi aussi, Michetto, tu lui as soufflé des mots à notre ami. Oui, je lui ai soufflé quelques mots. C'est bien notre rôle de chat, n'est-ce pas, Socrate? Bien sûr. Nous sommes là pour ça. Tu sais, Chateaubriand, dans le monde dans lequel il vivait et dans les positions qu'il a prises, pas toujours d'ailleurs conformes à ses idées, il vivait dans un monde dangereux et c'était pas facile de dire vraiment ce qu'il ressentait au fond de lui. Ne serait-ce qu'avec ses femmes, toutes ces femmes qui se sont télescopées dans sa vie, dans son cœur, c'était pas facile de tout dire. Et pourtant, il était étonnamment sincère. Il a écrit une citation que je crois, je me l'attribue, car c'est moi un petit peu qui l'ai poussé à l'écrire. Il écrit: Le péril s'évanouit quand on ose le regarder. C'est tout à fait ça. Il saura le regarder, et c'est son grand courage, courage il va exploser dans Mémoire d'outre-tombe. Alors, je l'ai aussi aidé sur certaines choses. Il y a des gens que je lui ai demandé de se méfier, des gens qui auraient pu être très proches de lui de par leur talent, de par leur idée romantique et de par certains positionnements politiques. Mais certains, il fallait absolument qu'ils s'écartent d'eux. Et évidemment, le premier, c'est Lamartine. Lamartine, quel talent, certes, mais il n'avait pas de chat. Lamartine, il n'aimait que les chiens. Et notamment, il aimait ce chien ridicule. Il l'appelait Fido. Fido, le chien de sa femme, Marianne Bush, une anglaise, bien sûr. Comment peut-on faire confiance à un homme qui aime les chiens? Ah, ne me parle pas de chiens. Tu sais que je les ai en horreur, Michetto. Mais heureusement, j'ai ta compagnie qui me permet de comprendre à quel point nous sommes les savants de notre temps et que nous pouvons pousser nos humains vers la consécration de leur travail. Et alors, on ne peut cependant pas parler de Chateaubriand sans mentionner les femmes de sa vie, hein. Il n'avait pas que les chats. J'ai entendu dire qu'il avait du succès. Charlotte, Nathalie, Pauline et j'en passe. Il écrivait d'ailleurs: Sans la femme, l'homme serait rude, grossier, solitaire, et il ignorerait la grâce qui n'est que le sourire de l'amour. Est-ce que ce ne sont que des rumeurs? Oh, pas du tout. Bien sûr, tu le sais bien. Sais-tu même que lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères, qu'il menait cette guerre absurde contre l'Espagne, hein, qui était sa guerre, parce qu'il voulait se montrer au niveau de Napoléon, où il voulait rentrer dans l'histoire, il s'occupait surtout des femmes et de ses maîtresses. Il en avait deux à ce moment-là, déjà. Et il utilisait une partie des fonds secrets du ministère des Affaires étrangères pour mener la grande vie avec elles. Alors ces femmes, toutes ces femmes étaient des royalistes, toutes avaient une fortune et un passé difficile. Laquelle a-t-il aimé le plus? Mais c'est incroyable, impossible à dire, car il leur a écrit à toutes et tout le temps. Et il n'a pas peur de les confronter à des choses assez extraordinaires. Prenons Pauline de Beaumont. Pauline de Beaumont est folle de lui, comme toutes les autres. Elles sont toutes vraiment amoureuses. Et elle le rejoint à Rome au début de sa carrière diplomatique. Elle est en train de mourir, et d'ailleurs, elle va mourir dans ses bras. Il faut lui reconnaître cette gentillesse d'être resté avec elle, alors qu'il était à l'ambassade de France avec le pape et qu'il était marié à Céleste, et que malgré tout, il vit les dernières heures, les derniers jours de la vie de Pauline près d'elle. Alors évidemment, la famille de Pauline s'inquiète de l'aventurier, peut-être, cet écrivain un petit peu contesté, et il s'inquiète qu'il récupère l'argent, l'héritage. Est-ce un homme à héritage? Eh bien non, il va laisser tomber tout ça, et il va même vouloir montrer à la famille de Beaumont qu'il est au-dessus de ça. Et il veut prendre à sa charge le monument funéraire de Pauline. Alors bien entendu, il n'a pas d'argent. il en dépense tellement. Et que va-t-il faire? Eh bien, il va tout simplement demander à sa maîtresse de l'époque, Madame de Custine, de bien vouloir payer le monument funéraire de sa maîtresse. Madame de Custine le prend très mal, hein. Tu sais, les femmes n'aiment pas trop financer leur propre rival. Et il ne va pas comprendre ça. Il va lui dire: mais comment faites-vous à avoir un cœur aussi fermé? Ce n'est pas grave. Il part déjà sur d'autres aventures avec d'autres femmes.
Alors évidemment, Madame Emelin, Madame Castellane, jusqu'à la fin de sa vie, très vieux, il va s'entourer de femmes, même jeunes, qui vont être admiratives de son talent. Et il y a une petite histoire encore. Il raconte dans Mémoire d'outre-tombe, et c'est vrai, puisque j'étais avec lui, sur une plage en Italie, il écrit les 8 lettres du prénom de la femme qu'il a le plus aimée. Alors évidemment, c'est fait exprès pour les historiens qui sont tous précipités à compter les prénoms de toutes les maîtresses, mais il y en a tellement, il y en a tellement. Est-ce Nathalie? Est-ce Pauline? Est-ce Pièce? Ben, c'est Juliette, Juliette Récamier, qui va évidemment être l'intellectuel de l'époque, proche des bonapartistes, proche des royalistes, surtout royalistes, qui va l'aider évidemment dans sa vie, encore une fois, pour lui permettre d'avoir cet argent et cette position sociale. Mais pourquoi les femmes l'aiment-elles autant? Et ça, c'est toute une question. Il écrit d'ailleurs à Madame de Récamier, bien sûr, quelle immortalité vaut une nuit heureuse? On comprend ce qu'il veut dire par nuit. Il est charmant. Même Céleste, sa femme, qui a été évidemment trompée un nombre de fois incalculable, elle doit probablement être dans l'idée record. Et pourtant, malgré tout, elle ne peut pas s'empêcher de le trouver merveilleux. Elle dit, il est charmant. Pourtant, à 65 ans, mon Chateaubriand écrivait mon corps se donnait du bonheur par-dessus la tête. Il parle bien de corps, hein, de charnel. Il écrira, encore une fois à Juliette, qu'un jour expire à vos pieds, comme ces vagues dont vous aimez le murmure. Toujours un grand romantique. Et quelle belle envolée lyrique il nous fait, ce François René. Alors pour finir, Michetto, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce cher François? Ah, que faut-il retenir de notre ami François de Chateaubriand? Tellement de choses, même d'un point de vue politique, où il va dire, mais croyez-vous que des gens qui sont exploités par une minorité accepteront cette soumission? C'est quand même formidable et tellement moderne de sa part. Il faudra retenir de lui son écriture, ces mots que lui seul est capable de sortir, même avec mon inspiration. Il faut retenir sa gaieté, sa joie de vivre, cette envolée lyrique, cette envie de découvrir, et quand on ne les découvre pas, d'inventer sa vie. Car Chateaubriand invente sa vie et donne un sens à sa vie. Qu'aurait été la vie de Chateaubriand s'il n'avait été un écrivain? Qu'aurait été la vie de Chateaubriand s'il n'avait écrit les Mémoires d'outre-tombe? Chateaubriand nous montre qu'on peut donner un sens à sa vie, quelle que soit sa vie. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Et si tu me dirais sur quelle anecdote finir, je te dirais sur une anecdote où il a été exaspérant. Parce que Chateaubriand est aussi exaspérant dans sa folie et dans sa joie de vivre. Nous sommes à la fin de sa vie. Il part à Prague pour une mission pour la royauté, quelque chose de totalement absurde, qui aboutira à rien, mais dont il sait très bien qu'elle n'aboutira à rien. Mais c'est toujours Chateaubriand. Si c'est Chateaubriand, c'est mon René. Il veut faire quelque chose d'éblouissant. Donc il part de France, de Paris, et il va à Prague. Et en passant à Prague, il est dans sa carriole, il s'ennuie, il voit des jolies serveuses dans les auberges, il fantasme sur elles, et il s'achète un accordéon. Mais le crois-tu? Il va jouer avec cet accordéon, mais mal, car il ne sait pas jouer de l'accordéon. Et pourtant, il va s'acharner sur cet appareil, et ça va être horrible jour après jour. Et il est content de créer de ce qu'il croit être une création. Et c'est magnifique parce que ces heures passées dans cette carriole, finalement, il va les transcender comme il a transcendé sa vie. Merci, Michetto. Il n'y avait pas meilleure formule pour terminer sur François René de Chateaubriand. La prochaine fois, on fera peut-être un tour du côté de Lamartine. J'ai entendu qu'il y avait un chat dans son entourage qui aurait quelques anecdotes à nous confier. Je te remercie une nouvelle fois et te souhaite une belle aventure, Michetto.